le fameux paragraphe qui a fait problème où il fait naître la coopération au Plaine d'Abraham. C'est ça qui n'a pas passé. Je vais commencer avec vous, Paul. Vous avez écrit là-dessus aujourd'hui. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, on vient de l'entendre, pose le combat pour la souveraineté en lutte anticoloniale. On revient avec ce vocabulaire-là qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, disons. Oui, il a saisi l'occasion donnée par M. Carney. Son discours vendredi à M. Saint-Pierre Plamondon était une réplique au discours de M. Carney, mais il l'a refait dimanche. Et c'est là qu'on lui a demandé, si vous n'aviez pas répondu au premier ministre du Canada, de quoi auriez-vous parlé? Puis il a dit, on avait plein de sujets qui nous intéressaient, ce qui équivaut à dire qu'il n'y en avait pas un aussi fort que celui-là. Et c'est pour ça qu'on l'écoutait, puis on se disait, est-ce que c'est la campagne référendaire vraiment qui commence? Et puis, il était content de dire oui. En fait, ce que ça annonce, c'est qu'on est déjà en pré-campagne électorale au Québec et qu'à partir du moment où le chef du parti qui est en tête des sondages propose un référendum sur l'indépendance, ça va inévitablement être au cœur des débats, pas le seul sujet, mais c'est ça qu'on a vu cette fin de semaine. Et puis évidemment, parce qu'il a décidé de faire une série d'entrevues, parce qu'il voit bien que la question que certains se sont posées, vous l'avez abordée, c'est pourquoi vous n'avez pas parlé d'autres choses aussi qui préoccupent les Québécois. Chantal Hébert, comment vous avez vu et jugé la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon lors de ce discours? La réaction, tout à fait dans l'ordre des choses. Si Mark Carney n'avait pas compris que c'est le genre de réaction qu'il allait y avoir, et ça déborde des rangs souverainistes, là, on s'entend. On est quand même devant une réécriture très rose, bonbon, de la bataille des Plaines d'Abraham. Cela dit, pour avoir regardé de l'extérieur la fin de semaine, il s'est passé beaucoup de choses pendant la fin de semaine. Il y a eu les candidats à la CAQ, mais il y a eu toutes les élucubrations de Donald Trump. Et à un moment donné, je pense qu'elle est arrivée à la même place que moi parce qu'on a vu le même film avant. Ça ressemblait beaucoup à Pierre Poilievre qui insiste pour vous parler du coût de la vie, qui est une préoccupation beaucoup plus importante en passant que la souveraineté et le référendum, que les 2/3 des Québécois ne veulent pas la souveraineté, le référendum, et qui passe à côté complètement de la conversation, qui s'exclut de la conversation. Et l'impression que ça donnait en fin de semaine, c'est que oui, les gens qui étaient au Congrès étaient contents, mais l'électorat en général se dit aux prochaines élections, parce qu'elles n'ont pas encore eu lieu, M. Paul Saint-Pierre Plamondon parlait de Mark Carney. Mark Carney est déjà élu premier ministre. Lui, il ne l'est pas. Et les gens qui cherchent le gouvernement, c'est ce qu'ils vont chercher au mois d'octobre. Ce ne sera pas un débat référendaire et Mark Carney ne sera pas sur le bulletin de vote. Est-ce que ce discours-là, Hélène, hier, est allé rejoindre... Il était bien sûr sur le terrain, comme dit Chantal, les gens ont applaudi, puis ils étaient galvanisés. Est-ce que ça rejoint les Québécois, Hélène? Bien, c'est ça la grande question, parce que sur le plan des constats historiques, M. Saint-Pierre Plamondon a raison, il y avait une falsification. C'est le privilège des vainqueurs de penser que les vaincus sont contents et non contraints. Mais moi, ça fait déjà quelque temps que je dis que je vois un parallèle à faire dans l'attitude, non pas dans les idées, mais dans l'attitude entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Pierre Poilievre. D'abord, dans une certaine aigreur à dénigrer ceux qui ne pense pas comme lui, mais aussi dans cette rigidité à ne pas vouloir prendre acte du contexte et d'adapter son discours. M. Poilievre, c'est son obsession sur le coût de la vie et la taxe carbone, qui sont des sujets importants, mais il y avait une certaine surdité à prendre acte de Donald Trump et le nouveau contexte qu'il fait planer sur la planète entière. Bien, c'est un peu la même chose avec M. Saint-Pierre Plamondon. En parlant de ça, il a l'air d'oublier tous les autres enjeux et en particulier l'anxiété qui est dans le plafond avec M. Trump. Alors, il y a une sorte de dissonance. Quand je regardais ça, j'avais l'impression qu'on était un peu sur une autre planète. Alors, c'est pas que ce qu'il dit est faux ou n'est pas fondé, mais je suis pas certaine que ça colle avec l'état d'esprit de l'électorat à qui il s'adresse. Voilà. Ouais. Mais... Paul, un mot là-dessus. Oui. Je peux ajouter, mais
du point de vue péquiste, ça se défend dans la mesure où il y a plusieurs péquistes qui n'ont pas d'intérêt à gouverner une province. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance et ils sont tannés de voir leur parti viser le pouvoir au lieu de promouvoir l'idée. Donc, si vous leur dites qu'ils risquent de perdre en défendant leurs rêves, bien, ils vont dire au moins on va s'être essayé. Sauf que cela dit, tout est question de dosage. Dans le discours, c'est normal d'enraciner un argumentaire indépendantiste dans l'histoire, mais si vous vous intéressez peut-être un petit peu trop aux griefs passés, puis si vous allez jusqu'à parler d'appropriation culturelle avec Bonhomme Carnaval, bien, peut-être que là, vous en mettez un petit peu trop par rapport à ce qui va vous permettre de gagner l'élection qui vous permet ensuite de déclencher le référendum. Très bien. OK. CAQ, course à deux. On va écouter Mme Fréchette, M. Drainville rapidement, puis on vient tout de suite. Il y a des choses qu'on aurait dû faire autrement. Par exemple, les Kings, bien, visiblement, avec le recul, c'était pas une bonne idée. Bon. Troisième lien, vous savez, avance-recul, ça nous a beaucoup nui en termes de crédibilité. Au niveau des interventions économiques, on y est allé fort sur certains angles. Au niveau des dernières années, bien, moi, j'y serais allée un peu plus, de manière plus réservée. Je vous parle globalement parlant. Je trouve que c'était une marque de commerce de M. Legault. Puis moi, bon, j'arriverais avec une couleur légèrement différente. Comment se démarquer donc de M. Legault sans tout jeter derrière? On a vu deux bons exemples. Mme Fréchette dit « Moi, j'interviendrai moins ». M. Drainville dit « On a fait des gaffes ». Et bon, Chantal Hébert, comment vous voyez les débuts de cette course-là s'installer? Bien, d'abord, et en comparaison avec d'autres courses, il faut quand même saluer le fait que ça va être une vraie course. On n'est pas devant une espèce de couronnement organisé d'avance. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un débat d'idées. J'écoutais vos deux extraits et je me disais, mon Dieu, c'est tellement inconfortable d'être obligé de faire campagne quand le roi qui est mort est encore là et qu'il faut trouver des façons de se départager, surtout quand on ne vient pas de l'extérieur. Mark Carney avait un peu la partie plus facile, mais jusqu'à un certain point, je pense que la CAQ est bien servie par ces deux candidats-là. Ça représente deux tendances intéressantes et deux candidats intéressants. Hélène, belle course en perspective. Oui, absolument, pour tout ce que Chantal vient de dire. Je trouve ça intéressant de regarder comment Mme Fréchette se positionnait dans une des entrevues qu'elle a accordées aujourd'hui lorsqu'elle disait que M. Drainville est peut-être un peu plus émotif. Elle sera davantage stoïque. Elle veut prendre acte de la situation. Elle nous parle d'économie et d'énergie. Encore une fois, c'est probablement parce que je suis à Ottawa que je fais ce genre de parallèle, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir là une espèce de candidature à la Mark Carney, comme si elle essayait d'être celle qui va s'imposer pour le moment. Je ne dis pas qu'elle a nécessairement la carrure, mais il me semble que le profil semble aller dans cette direction. Alors que M. Drainville, lui, ce qu'il reproche à Mme Fréchette, c'est qu'elle ne parle jamais d'emblée de ces enjeux identitaires. Quand il parle de ça, dire moi, à un moment donné, je suis quelqu'un qui décide et je n'essaye pas de plaire à tout le monde, c'est une pique pas tellement discrète envers Mme Fréchette, cette idée de dire faut pas essayer d'être dans un centre mou où on essaie de plaire à tout le monde. Des fois, il faut camper à quelque part, évidemment sur les questions identitaires, et assumer les conséquences. Alors, oui, il y aura un débat tranché parce que les opinions sont, somme toute, assez différentes entre les deux. Il y aura deux débats, d'ailleurs, que le parti va organiser. Le parti a 15 000 membres. C'est peu de gens pour décider qui sera le prochain ou la prochaine première ministre. Ils peuvent en vendre. D'ailleurs, M. Drainville l'a répété à toutes les tribunes. Paul, comment vous voyez l'état de l'organisation des deux camps? Est-ce que ça part un peu égal ou Mme Fréchette, dans votre esprit, a nettement un avantage au début? L'impression qu'on a, c'est que Mme Fréchette a un avantage. Elle a commencé avec une certaine avance, comme si elle avait la caution du chef de cabinet de M. Legault, à qui elle a demandé si elle pouvait commencer à réfléchir à la succession de M. Legault quand on devinait que ça s'en venait. Donc, au lieu de manœuvrer dans son dos,
Elle l'a fait ouvertement et de toute évidence, ça l'a aidé. Et elle commence avec plus d'appui, presque 3 fois plus dans le caucus que M. Drainville. Sauf que c'est une course qui est très imprévisible parce que la CAQ n'a pas beaucoup de racines militantes. On le voit quand on assiste à leur congrès et c'est difficile d'identifier qui sont ses membres et lesquels vont voter. Et c'est pour ça que les sondages sont d'une utilité limitée. Il va y avoir des débats. J'espère que ce ne sera pas comme avec les libéraux. Chaque phrase commence par « Je suis très d'accord avec l'excellente suggestion qu'a faite mon collègue. » Puis c'était pas vraiment une suggestion, c'est des vœux pieux. Mais j'ai l'impression qu'à cause de la situation délicate, très bien décrite par Chantal et Hélène, la course va porter davantage sur ce que représentent les candidats. Et si vous faites juste les écouter parler 10 secondes, vous comprenez tout de suite que, premièrement, Mme Fréchette, c'est une autre génération. C'est une femme. Il y en a beaucoup dans le parti qui trouvent qu'on en est rendu là. Et les sujets qui l'intéressent, c'est l'économie. M. Drainville, davantage tous les dossiers avec lesquels on l'a vu travailler. Il incarne vraiment un nationalisme instinctif. Il a fait les discours les plus passionnés pour l'indépendance, maintenant pour le nationalisme. Donc déjà, on a une idée de leur passé de goût, mettons. Oui. À ce sujet-là, d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est bizarre que hier, il était à Tout le monde en parle. Et à la question sur M. Carney, il n'a même pas voulu dire que c'était maladroit ou que c'était tronqué, les faits historiques. Bref, et quand on sait qu'il a fait de grands discours pour la souveraineté, c'était difficile à réconcilier, en tout cas dans mon esprit. Imprévisible, vous êtes d'accord, Chantal, Hélène, Chantal? Cette course va être imprévisible? Oui. Vraisemblablement, parce que 15 000 membres, c'est pas beaucoup, puis on ne sait pas ce à quoi ils pensent. Oui, c'est vrai, toute la journée, j'ai entendu Bernard Drainville a plus de notoriété, mais ça, c'est une arme à deux tranchants. Parce que, oui, il y a la notoriété, mais il y a la moitié des gens qui le connaissent qui ne l'aiment pas. Ce qui est moins bon. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est quand même rare, même aujourd'hui, dans une course au leadership, que la personne qui présente la carte économique plutôt que la carte sociale soit une femme. Et ça, c'est un peu nouveau. Et je ne dis pas que Pauline Marois n'avait pas ça. C'est pas ce que j'essaye de dire. Mais on est habitué à l'inverse. Alors ça aussi, ça va être intéressant à voir. Surtout que l'économie, les deux ont dit dans la même entrevue dont Hélène parlait que s'ils pouvaient avoir une baguette magique, la première chose qu'ils voudraient faire avec, ce serait de régler la question des tarifs et de la relation canado-américaine. Ce qui est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on se dirige dans un cas comme dans l'autre vers un discours plus économique que celui qu'on vient d'entendre, par exemple, de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et justement, et là, on ne fait pas abstraction, on en parlait plutôt pour Paul Saint-Pierre Plamondon, du contexte. Hélène, là, il y a un contexte qui s'appelle Trump et on veut faire du judo avec ça et pour l'un et pour l'autre, là, Hélène. Oui, puis moi, j'ai été étonnée qu'aucun ne réponde, par exemple, à cette question. Le système de santé, par exemple. Alors, ça donne une idée là, de l'importance de ce sujet. Et vous mentionniez pourquoi M. Drainville n'a pas voulu mordre à l'hameçon de M. Carney. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le choix stratégique de laisser ces discussions au Parti québécois. Il est en avance dans les sondages, mais on le dit souvent, il est plus populaire que ne l'est son option souverainiste. Et moi, je n'écarte pas la possibilité que devant ce choix-là, peut-être les gens seront un peu refroidis par l'option et pourraient se retourner vers une CAQ renouvelée parce qu'elle a un nouveau chef. Vous voyez, alors c'est quand même des scénarios envisageables. Sur la question de l'identité, je ferais juste dire que dans l'équipe de M. Drainville, on aime bien raviver un ancien tweet de Mme Fréchette en 2014 au moment de la défaite du Parti québécois de Mme Marois. Elle avait écrit, reprenant les propos de quelqu'un d'autre, « Qui va à la charte perd sa place ». Alors, ça vous donne une idée de son niveau d'allergie à ce genre de questions. Oui, en tout cas, elle dit c'était pas la même que nous, on a... C'est vrai. Ce qui est vrai, là, parce que c'était plus large, la charte de M. Drainville. Combien reste de temps? Je voudrais un mot sur M. Carney. Je ne regrette rien, a-t-il dit aujourd'hui, même si M. Trump s'énerve contre le Canada. Chantal, c'était écrit dans le ciel qu'il allait dire ça. Là. Il ne va pas remettre la pâte à dents dans le tube, là, j'imagine? Je ne crois pas une seconde qu'il regrette d'avoir laissé la pâte à dents sortir du tube. Ça a augmenté son influence sur la scène internationale. Et si le baromètre de la qualité du leadership de quelqu'un, c'est de plaire à Donald Trump, je pense qu'on a appris depuis un an que c'est une perte de temps totale. Oui, Paul, vous êtes d'accord que si on... Oui, voilà.
sur M. Carney? Bien, il est cohérent avec lui-même. Ce que disait son discours de Davos, c'est que si on s'empêche de parler ou d'agir par crainte de subir les foudres de Trump, on fera rien et ça ne changera pas grand-chose parce qu'on ne sait jamais ce qui est susceptible de lui plaire ou de lui déplaire. Puis quand ça lui déplaît, il peut changer d'idée. Donc tout ça équivaut à une forme de chantage, puis il faut rompre avec ça. Donc, il ne fait que répéter de façon plus concise ce qu'il avait dit avec éloquence dans son discours. Hélène, d'ailleurs, M. Trump qui avait applaudi cet accord-là le jour 1, il a changé d'idée après Davos, mais donc c'était prévisible que M. Carney n'allait pas vaciller quand même. Ben non. Et puis, en fait, il y a un gain direct de ce discours. C'est que M. Trump a retiré l'invitation au Canada à son fameux Conseil de la paix, qui était un embêtement parce que quand vous étiez invité, vous étiez un peu embêté. Est-ce que je ne veux pas vraiment y refuser parce qu'il pourrait en prendre ombrage? Là, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Hélène, Chantal, Paul, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.